Bonsoir à tous, bienvenue dans 27, l'émission de débat d'actualité européenne et citoyenne. Ravi de vous retrouver. Au programme de cette émission, faut-il privatiser les transports en commun? Trains supprimés, pénurie de chauffeurs, retard chronique, panne régulière, matériel vétuste. Le quotidien des usagers européens s'apparente à un véritable parcours du combattant. Pour faire face à ces défis et réduire les coûts, certains pays ont délégué cette gestion de nos déplacements à des opérateurs privés. L'ouverture à la concurrence peut-elle être bénéfique ou au contraire fragilise-t-elle la qualité du service rendu ? Évidemment, nous entendrons les analyses et les témoignages des Européens recueillis lors de notre séance de réflexion collective. Et pour en débattre, nous recevons Jorinde Schulz, porte-parole de l'association allemande Les Biens communs entre les mains des citoyens et de l'Alliance Rail pour tous, qui pense que la privatisation est un danger. Andrea Juricin, économiste des transports à l'université Milano Bicocca et PDG de TRA Consulting, une société de conseil spécialisée dans les transports qui pense exactement l'inverse. Notre reportage nous conduira en Grèce. En février dernier, un accident ferroviaire a fait 57 morts et percuté le pays tout entier. Des milliers de manifestants reprochent au gouvernement d'avoir privatisé le réseau et hypothéqué leur sécurité. Et enfin, dans notre grand entretien, je recevrai Carlos Moreno, le concepteur de la ville du quart d'heure. Ensemble, nous nous demanderons comment repenser les villes de demain. Voilà, c'est le programme de 27. C'est parti! Bonsoir à tous, bienvenue. Il a pris la ligne 9 du métro parisien pour me rejoindre en plateau. L'inénarrable Corentin Chrétien-Droz. Ça va, c'était bien ce petit voyage, Corentin, bien assis? Oui, alors on s'assoit pas dans la ligne 9, on flotte en fait. On est dans une forme de suspension entre les corps amalgamés. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que disait l'ancienne candidate à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle vivait des moments de grâce dans le métro. Moi, j'en vis tous les matins. Alors, l'autre moment de grâce, Corentin, cette semaine, c'était l'atelier de réflexion collective organisé avec les Européens. Oui, on a un peu fait de l'interrail sans bouger cette semaine, avec des usagers du RER B en France, mais aussi du rail privatisé au Royaume-Uni, et enfin des transports publics lettons, luxembourgeois ou belges, des gens qui galèrent donc dans les transports, et aussi ceux qui les organisent, avec des membres des entreprises du rail, mais aussi des bus en France et au Royaume-Uni. Ensemble, on s'est demandé si les transports publics, ça marchait, et si les transports privés, ça marchait mieux. Oui, évidemment. Et comment vont nos réseaux de transport en commun sur le continent? Est-ce qu'il faut les privatiser? Vous avez résumé ce débat. Corentin, c'est votre pourquoi de la semaine. Léopoldine, elle vient de gagner au loto. En plus, elle adore son métier. Et puis elle a plein d'amis et un mari super. Et tous les matins, elle prend le RER. Tous ceux qui prennent le bus pour aller rejoindre le RER, qui reprennent après le métro, eh bien pour eux, c'est vraiment une souffrance. Ils me disent, mais nous, c'est de la survie le soir quand on rentre chez nous. Bienvenue à Paris, ville de l'amour. L'année dernière, les 3/4 des métros et la moitié des RER n'ont pas atteint leur objectif. Manque de conducteurs, rames bondées, incidents. Si vous n'êtes pas content, c'est pire ailleurs. À Rome, 70% des habitants sont insatisfaits des transports publics. Ils sont 40% à Bucarest et 30% à Marseille. Moi qui utilise le train, il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas un problème. Votre attention s'il vous plaît, ici le chef de bord. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous aurons seulement une demi-heure de retard. Passer de 1 heure de trajet à 2 heures de trajet, c'est multiplié par 2 le temps d'attente, c'est quand même un peu violent. En France, en 70 ans, le nombre de trains en retard a quadruplé. Au Portugal, un train sur 5 n'arrive pas à l'heure. En Italie, au Danemark ou en Suède, c'est un train sur 9. Alors les Européens serrent les dents. Et entre leurs dents, on entend le refrain du voyageur mécontent. Vivement qu'on les privatise. La concurrence donne un service meilleur, des trains plus fréquents et moins chers. C'est la voie à suivre. Nous avons gagné chez Transdev la première ligne ouverte à la concurrence entre Marseille et Nice. Et pour le même coût, pour la collectivité locale, on va faire rouler 2 fois plus de trains. Depuis 20 ans, l'Europe veut libéraliser le marché des transports. Le Royaume-Uni a ouvert le bal dans les années 90. Depuis, il y a plus d'accidents, les bus coûtent 5 fois plus cher, les trains 3 fois plus. Et par la fenêtre, il pleut tout le temps.
Nous avons été les rats de laboratoire de la dérégulation et de la privatisation pendant 30 ans. Il y a la théorie et la pratique. Et dans la pratique, la libéralisation des transports ne cause que des problèmes. C'est un cauchemar absolu, une dégringolade continue. Ok, privé ça coûte cher, public ça marche pas. Au fond, on serait pas tous mieux en canoë? Pagayez les enfants! On arrive à Strasbourg! Faut arrêter d'opposer privé, public, le débat il est pas là. On a quand même tous un ennemi commun qui reste la voiture. Pour nos jeunes, je pense que pour le coup, si on veut bien préparer l'avenir, il faut leur donner envie de se déplacer en transport en commun. Comment fait-on pour donner envie de prendre le train, le bus, le tramway? On ouvre à la concurrence? On subventionne? On construit? Et si, pour commencer, on sécurisait ce qu'on a? Prendre le train, c'est plus simple quand il existe. Et demain, si on les confie au privé, nos transports seront-ils toujours en commun? Voilà, faut-il libéraliser nos transports en commun? On en débat avec Jorinde de Schulz. Vous êtes porte-parole de l'association allemande Les Biens communs entre les mains des citoyens et de l'Alliance Rail pour tous. Bienvenue à vous. Andrea Djuricin, vous êtes économiste des transports à l'université Milano Bicocca et PDG de TRA Consulting, société de conseil stratégique spécialisée dans les transports. Peut-être un rebond sur ce qu'on vient d'entendre. Comment vous expliquez que les transports européens fonctionnent si mal? C'est un énorme problème que nous observons actuellement dans les transports européens. Mais nous avons aussi des exemples de réussite. En Italie, où nous avons libéralisé le transport à grande vitesse, où il y a 2 opérateurs, nous avons constaté une forte réduction des prix pour les consommateurs, 40% de moins qu'avant la libéralisation. Et nous avons maintenant des trains entre Milan et Rome toutes les 5 minutes. Et le réseau s'est étendu. Nous avons désormais beaucoup plus de trains dans toute l'Italie. Tout ça grâce au secteur privé, mais aussi à l'entreprise publique Trenitalia, qui a pu augmenter le nombre de trains en circulation. Jorinde de Schulz, pour vous, il est où le problème? Nous assistons à un morcellement des systèmes ferroviaires, à des fermetures de lignes et à des entreprises privées qui font faillite. Nous voyons déjà les conséquences néfastes de la libéralisation et de la privatisation. Et nous devons bien sûr faire marche arrière. Alors, l'un nous dit il faut privatiser pour que le service soit meilleur. Jorinde, vous nous dites exactement le contraire. Corentin, pour résoudre ces problèmes et rendre les transports plus efficaces, un pays a été à l'avant-garde de la privatisation en Europe et c'est le Royaume-Uni. Et c'est notre témoignage de la semaine. Oui, en 1994, le gouvernement britannique a décidé de manière un peu radicale de démanteler en fait la compagnie publique du rail pour confier la gestion des trains et du rail à des entreprises privées. Il y avait 2 promesses à l'époque. C'était d'abord de faire un transport de meilleure qualité et aussi de mieux entretenir le rail. Vous connaissez les promesses, elles n'engagent que ceux qui y croient. Selon en tout cas la membre de notre atelier, ce qui s'est passé, c'était exactement l'inverse. Avant, on avait un rail unifié qui appartenait à l'État, British Rail. Il travaillait dans l'intérêt de tous les habitants du Royaume-Uni. Mais ça a été délibérément détruit et privatisé, ce qui a causé le chaos. Le chaos, mais pas seulement. Ça a aussi causé beaucoup de dettes, vu que l'infrastructure du rail n'était plus maintenue. D'ailleurs, on a eu des séries d'accidents horribles dans les années 2000 qui étaient dus au fait que les entreprises chargées de l'infrastructure étaient gérées pour faire du profit. Donc elles réduisaient les dépenses. Tout ça, c'est juste une énorme perte de temps et d'argent. Et c'est un désastre pour les passagers. L'une des raisons principales pour lesquelles l'argent est gaspillé aussi, c'est parce qu'il faut repeindre les trains tous les 5 ans, quand une nouvelle entreprise obtient le marché. Et il faut aussi faire de nouveaux uniformes pour les employés. Tout ce genre de dépenses ridicules et non nécessaires. Ça devrait faire office d'avertissement pour vous tous. Ce modèle ne devrait pas être la voie à suivre pour les transports publics. C'est une dégringolade totale. Donc finalement, si on prend l'exemple anglais, Andrea Djuricin, c'est quand même une catastrophe, la privatisation. C'est sûr que la libéralisation là-bas a été très mal faite. En Grande-Bretagne, des appels d'offres ont été lancés pour confier les trains à un grand nombre de sociétés différentes. En Écosse, la concurrence a permis à la société Lumo de voir la part de marché du transport ferroviaire passer de 35 à 57%.
C'est donc un grand succès, et c'est grâce à la concurrence. C'est ça qui est intéressant, et c'est ce que vous nous dites finalement. Malgré les critiques, les Britanniques n'ont jamais autant pris le train. Son utilisation a augmenté de 128% depuis la privatisation. Bon, Jorien de Schulz, finalement, ça fonctionne. C'est vrai qu'en Grande-Bretagne, on a effectivement assisté à cette augmentation. Mais le transport ferroviaire de passagers partait de très bas. Et ce niveau est d'ailleurs toujours très bas par rapport aux autres pays européens. Il faut aussi parler du fait qu'en Grande-Bretagne, en raison notamment de plusieurs décennies de politique néolibérale, la situation du logement dans les villes est devenue terrible. Les travailleurs sont obligés de faire la navette et de prendre des trains qui fonctionnent de manière catastrophique. Je crois qu'on peut dire que de manière générale, il y a des problèmes systématiques liées à la privatisation, en particulier des chemins de fer. C'est toujours une mauvaise idée, parce que privatiser, c'est chercher à faire des bénéfices, généralement avec des mécanismes de fonds publics qui vont dans des poches privées. Ce qui se passe avec la concurrence dans le domaine du rail, c'est qu'on attribue tout simplement un monopole d'État à des opérateurs privés par concession de 15 ou 20 ans. Ce n'est pas une bonne chose pour le développement du train à long terme, car ces opérateurs privés n'ont évidemment aucun intérêt à faire de la maintenance lourde durant ces 15 ou 20 années, mais seulement à faire le plus de bénéfices possible au cours de cette période. Qu'est-ce que vous en pensez, Andrea Giuricin ? On parle en fait de deux libéralisations différentes. Celle que nous avons observée en Grande-Bretagne consiste à faire des concessions. En Italie, c'est différent. Nous avons une concurrence qui se joue entre plusieurs opérateurs, un peu comme dans le transport aérien. Et cela a conduit non seulement à une baisse des prix, à un doublement de la demande, à une augmentation des fréquences de passage, mais aussi à plus d'argent pour le gestionnaire de l'infrastructure. Parce que les opérateurs ferroviaires paient non seulement pour l'utilisation de l'infrastructure qui est restée publique en Italie, mais ils paient aussi plusieurs suppléments à ce péage, qui est entièrement reversé aux gestionnaires publics, dont les revenus ont ainsi augmenté en même temps qu'ils réduisaient ses coûts. Clairement, le privé aide souvent à mieux gérer tous les actifs que nous avons dans le secteur ferroviaire. Il faudrait voir les choses de manière un peu plus nuancée. Évidemment, quand une entreprise qui nécessite autant de besoins matériels que les chemins de fer est privatisée, les économies se font le plus souvent sur le dos des employés. Nous l'avons déjà constaté. En Grande-Bretagne, il y a eu beaucoup de suppression d'emplois. Et moins de personnel, ça veut dire plus de pression et plus de stress. Et bien sûr, une sécurité qui est compromise. Corentin, au-delà du cas britannique, où est-ce qu'on en est globalement en Europe ? Est-ce qu'il y a d'autres pays où le rail est au moins partiellement privatisé, qu'on ait un peu une vie d'ensemble ? Alors, une privatisation sèche, on va dire radicale à la britannique, il n'y en a qu'un autre exemple, même si c'est différent, c'est la Grèce, qui en 2017 a dû vendre, dans un contexte de crise, sa compagnie nationale du rail à une entreprise, italienne d'ailleurs. Dans le reste de l'Europe, on est plutôt sur ce qu'on appelle la libéralisation. On ne supprime pas la compagnie publique qui existe, mais on la met en concurrence avec d'autres entreprises qui peuvent éventuellement lui piquer des marchés et à terme lui en piquent de plus en plus. C'est effectivement l'Allemagne qui a ouvert le bal en 1994. Aujourd'hui, il y a 25% des lignes régionales qui sont passées dans le giron du privé. Au niveau des grandes lignes, c'est 26% privé en Italie et 20% en Autriche. Il y a des pays qui avancent plus lentement. La France, pour l'instant, sur les lignes à grande vitesse, il n'y en a qu'une seule, la ligne Tours-Bordeaux. Mais il y a beaucoup de projets qui sont en préparation, qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Et puis, de plus en plus, puisque les TER vont tous être ouverts à la concurrence, donc les trains régionaux en France d'ici la fin de l'année. Oui, et cette libéralisation, donc, parfois a des effets bénéfiques, mais tout le monde n'était pas d'accord dans l'atelier. Oui, alors, l'un des arguments qui est mis en valeur, c'est que la libéralisation, l'ouverture à la concurrence, ferait notamment baisser les prix. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé en Italie, en Espagne, notamment sur certaines lignes privées. On a eu une baisse de 40% du prix du billet. Pour autant, est-ce que la libéralisation, c'est la grande solution ? Nos invités en ont débattu, en tout cas. Et on a l'exemple de l'Allemagne, qui est un exemple excellent, puisque l'ouverture à la concurrence remonte à 25 ans. Ce qui se passe en Allemagne, c'est que le coût d'un train en Allemagne hors péage, eh bien, c'est la moitié du coût d'un train en France. Le résultat, c'est qu'en Allemagne, il y a 3 fois plus de trains en périphérie par rapport à ce qui existe en France. Ça coûtait beaucoup moins cher aux collectivités locales. Et donc, ça veut dire qu'on a un système qui s'est beaucoup plus développé en Allemagne avec une bien meilleure qualité de service et avec, du coup, une part de la voiture qui est très inférieure. Depuis 25 ans, ça a permis que tout le monde s'améliore et les privés, comme le public, s'est amélioré. Et si on veut que demain, que la SNCF devienne plus performante, eh bien, il faut la mettre en concurrence, ce qui va permettre à elle-même de se moderniser et de s'améliorer.
Je pense que nous sommes dans une période où l'augmentation de la concurrence est la voie à suivre. En général, l'expérience prouve que lorsqu'il y a plus de concurrence, le service est meilleur, les trains sont plus fréquents et les coûts sont plus faibles. En Grande-Bretagne, depuis la privatisation, on subventionne le rail 2 ou 3 fois plus que lorsqu'il était géré par l'État. Et le gouvernement a désormais un travail massif sur les bras. C'est de gérer l'attribution de tous ces marchés aux entreprises privées. Ça peut coûter 45 millions de livres juste pour organiser un appel d'offres pour trouver l'entreprise qui va gérer une ligne. L'un des plus gros postes de dépenses aujourd'hui, c'est de gérer ces contrats pour vérifier que les entreprises privées ne font rien de louche, parce qu'elles font souvent des trucs louches. Jorien de Schultz, vous n'étiez absolument pas d'accord avec l'exemple de Thierry Mallet, le PDG de Transdev qu'on entendait à l'instant, sur le cas allemand. Selon lui, le service est meilleur. Il y a plus de trains qui circulent. Là, vous nous dites quoi? Que c'est absolument faux? Oui, ça m'a bien fait rire. Car en Allemagne, nous sommes tous frustrés par l'état du transport ferroviaire et tout le monde déteste la Deutsche Bahn. Le ministre des Transports du Bade-Württemberg s'est réjoui lors de l'attribution de plusieurs réseaux dans sa région du fait que les prix des billets auraient diminué de moitié. Fin 2019, plusieurs lignes ont été mises en service par des opérateurs privés. Et seulement 5 mois plus tard, un nouvel appel d'offres a dû être lancé en urgence, car un opérateur privé était totalement défaillant du fait d'un manque de personnel. Finalement, entre 2003 et 2021, les prix des billets ont beaucoup augmenté. Parallèlement, des lignes ont été fermées et des gens ont été déconnectés du transport ferroviaire et il y a désormais des retards, des annulations, des problèmes de personnel. Donc nous voyons ici que la libéralisation et la privatisation n'apportent absolument rien et ont des conséquences réellement graves. Andrea Juricin, finalement, il faut arrêter de se leurrer. Avec les défaillances d'entreprises d'une part, avec aussi la coordination de tout ce système libéralisé et des différents opérateurs, ça coûte plus cher à l'État. Non, absolument pas. Tout dépend de comment est faite la libéralisation. Et puis, excusez-moi, une chose très importante. Dire que la Deutsche Bahn, la SNCF ou même Trenitalia sont des opérateurs privés, alors qu'ils sont contrôlés à 100% par les ministères de l'économie et des finances et par l'État, c'est un peu exagéré. À mon avis, ces opérateurs sont gérés comme des entreprises publiques. Leurs PDG sont même très souvent choisis par les politiques. Les opérateurs publics ne gèrent pas au mieux les ressources dont ils disposent. En Allemagne, il y a sûrement eu des cas où ça n'a pas bien fonctionné. Mais en général, dans de nombreuses régions où la concurrence a été introduite, les coûts pour l'État ont diminué. En revanche, sur les lignes régionales où il y a un monopole public, les prix sont 50% plus élevés qu'en Italie. Et si on regarde les subventions, elles ont diminué de 20% là où la concurrence a été introduite. Oui, mais alors, Jorien de Schultz, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans un moment où on nous dit tous il va falloir changer de modèle de mobilité, on est dans une phase de transition écologique, etc. Bon, cet argument du prix qui baisse, il est quand même important. Ça, c'est une réalité. Oui, mais comme je l'ai dit, cela fait presque 30 ans que nous avons libéralisé et privatisé. Et la part du transport ferroviaire dans le volume total des transports n'a pas changé de manière significative. La domination de la voiture est toujours absolue. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que le transport aérien a encore gagné en importance. Nous devons abandonner cette croyance naïve selon laquelle un patchwork d'entreprises privées peut d'une manière ou d'une autre garantir que nous puissions construire un réseau ferroviaire européen ambitieux, ou plus globalement, un réseau de transport public ambitieux. Je crois que nous avons un objectif commun, celui de faire passer les passagers de l'avion et de la voiture au train pour des raisons environnementales. Aujourd'hui, presque plus personne n'utilise l'avion entre Milan et Rome, tout simplement parce que grâce à la concurrence, nous avons réduit les prix et amélioré la qualité du service. Entre Milan et Rome, nous avons un train aux heures de pointe toutes les 5 à 10 minutes avec 2 compagnies. Et c'est ça qui a fait le succès du secteur ferroviaire. Alors,
C'est une des plus grandes catastrophes ferroviaires sur le sol européen. Le 28 février dernier, à 350 km au nord d'Athènes, 2 trains ont circulé pendant plusieurs kilomètres sur la même voie avant de se percuter frontalement sans qu'aucune alerte ne soit déclenchée. Bilan, 57 morts et une immense colère des citoyens grecs. Reportage Aglaé Milliard et Fabien Perrier. Le 28 février dernier, la collision frontale de 2 trains roulant sur la même voie a causé la mort de 57 personnes en Grèce. Dès le lendemain, le gouvernement déclare que la catastrophe ferroviaire la plus importante de l'histoire du pays est due à une erreur humaine. L'erreur humaine, c'est l'excuse facile. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette région, les systèmes de sécurité ne fonctionnent pas. Les feux de signalisation ne fonctionnent pas. La communication, pour donner des indications aux conducteurs de train, ne fonctionne pas. Et c'est justement ce qui permet d'éviter l'erreur humaine quand il y a un risque d'accident. Kostas Genidounias est conducteur de train. Depuis 20 ans, il alerte sur les pannes de signalisation et l'absence de système de sécurité efficace. Quelques mois avant l'accident, on a signalé plusieurs petits incidents. Nous, les syndicats, avons prévenu que c'était les prémices d'un accident plus grave. Les 15 dernières années, il y a eu des événements similaires, des situations où certains de nos collègues ont perdu la vie. Dès 2020, il déplorait que 80% des feux de signalisation du réseau ferroviaire grec étaient éteints ou bloqués au rouge, comme ici, près d'Athènes. Panayotis Terzoglou a fait toute sa carrière au sein de l'entreprise publique OC, le gestionnaire du réseau ferroviaire. Là-bas, il y a les feux de signalisation de la gare d'Agion-Anargion. Comme on peut le voir, ils sont au rouge. Cela signifie tout simplement qu'il y a un problème. Et que se passe-t-il quand les feux sont au rouge? Eh bien, la ligne doit fermer le temps que les problèmes soient résolus. Pourtant, selon Panayotis, ici comme ailleurs sur le réseau, les trains continuent de circuler comme si de rien n'était. Actuellement, il y a 3 sociétés privées qui gèrent les trains de marchandises. Leur principal objectif, c'est de faire du profit. Donc, il faut que les trajets que le gestionnaire du réseau leur a promis soient assurés. Et ce, quelles qu'en soient les conséquences. Et ça, M. Georgiadis, le ministre du Développement, l'a confirmé. Les ministres de ce gouvernement savaient qu'il y avait un problème de sécurité du trafic. Mais ils autorisaient les trains à circuler de peur que l'entreprise OC perde des clients. Aujourd'hui, les syndicats reprochent aux gouvernements actuels et précédents leur inaction face à la dégradation des infrastructures. En 2014, l'entreprise publique qui gère le réseau a pourtant signé un contrat de 41 millions d'euros pour installer un nouveau système de contrôle. Un outil qui permet notamment de déclencher à distance le freinage et l'arrêt automatique du train. Christos Spirtsis était ministre des Transports en 2015. C'est lui qui a hérité de ce chantier. Il s'avère que le contrat n'était pas réalisable. L'étude n'était pas sérieuse et les travaux qui devaient être faits sur une grande partie du réseau n'avaient pas été effectués. Nous avons donc essayé de rendre ces contrats concrètement honorables. Nous nous sommes battus pour mener des projets d'infrastructure à terme. Je pense par exemple que rien que le fait d'avoir terminé la double voie entre Athènes et Thessalonique, puisque jusqu'à présent on avait une seule voie sur l'ensemble du réseau, ce fut une grande transformation pour le réseau ferroviaire grec. Le gouvernement a également signé une extension au contrat, reportant l'installation des nouveaux systèmes de sécurité à 2019. Mais avec l'arrivée au pouvoir du parti Nouvelle Démocratie, le projet a de nouveau été décalé et aujourd'hui encore, aucune modification n'a été apportée au réseau.
Andrea Giuricin, la Grèce, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre. Bien sûr, cette immense tragédie a touché tout le monde. Nous ne savons pas exactement quel était le problème. On parle d'un problème de signalisation sur l'infrastructure, c'est ce qu'on entend pour le moment, mais nous ne savons pas encore exactement. La compagnie ferroviaire a été vendue à Trenitalia, qui est une filiale à 100% du groupe FS, lui-même détenu à 100% par le ministère de l'économie et des finances. Il s'agit donc d'une société publique à 100%. Oui, mais elle a un fonctionnement de droit privé. Oui, mais la gestion de l'entreprise est absolument comparable à celle d'une entreprise publique. Parce que si une entreprise privée a un accident, le lendemain, il est clair qu'elle ne fonctionne plus. Une entreprise publique, par contre, peut malheureusement continuer à fonctionner. Et nous avons vu que les investissements nécessaires n'ont pas été faits en Grèce. Je tiens quand même à dire qu'en Europe, en général, l'infrastructure, comparée à celle de la Grèce, est bien meilleure du point de vue de la sécurité. Jorin de Schulz, si on a des pannes de signalisation et qu'on a des erreurs, semble-t-il, humaines qui nous conduisent à avoir deux trains qui se percutent, là, est-ce que c'est un problème de nationalisation versus privatisation ? C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. L'entreprise était dirigée de manière semi-privée. C'était une filiale de l'État, comme c'est d'ailleurs le cas partout en Europe. Mais les infrastructures ont été détruites à coup d'économie en Grèce suite à la politique d'austérité. Bien sûr, dans ce cas, il peut aussi s'agir d'une erreur humaine. Apparemment, c'était comme si une seule personne était responsable des trains dans toute une grande partie du pays, car il n'y avait pas assez de personnel bien formé. Mais cette erreur est arrivée à cause d'un problème structurel, la séparation du réseau et de l'exploitation, mais aussi de la politique d'austérité et de la privatisation partielle. Mais séparer le réseau de l'exploitation, ce n'est pas un problème si grave. Ça peut même très bien fonctionner. Lorsque les pays ont été libéralisés, le nombre d'accidents a diminué. Il n'y a donc pas de corrélation entre les accidents ferroviaires et le fait qu'il y ait une séparation entre le gestionnaire de l'infrastructure et les compagnies ferroviaires. Et puis, permettez-moi de dire... Est-ce que vous avez un exemple, pardon Andrea, d'un pays où ça se passe bien? Nous, on a plutôt le sentiment, en regardant que... Bon, c'est quand même pas génial et la plupart des pays d'Europe disent à peu près la même chose. Nous avons plusieurs exemples dans le monde, mais la perfection n'existe pas partout. Prenons le cas du Japon. Au Japon, les trains sont très ponctuels et très sûrs. Mais même en Europe, il faut dire que les trains sont très sûrs, je tiens à le préciser. Après, les accidents, les tragédies, d'un point de vue statistique, ça peut malheureusement arriver. Cela dit, le Japon est un très bon exemple de système ferroviaire sûr. Mais la grande vitesse en général est un système extrêmement sûr. Moi, ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a les trains à grande vitesse, mais sur les trains du quotidien, les réseaux métropolitains. Ça, est-ce que c'est pas une usine à gaz? Ce sont des marchés très différents. Mais il y a une chose intéressante à dire sur le train à grande vitesse en Italie. Il ne dessert plus seulement les grandes villes comme Milan et Rome. Ça, c'est facile. Il s'arrête aussi à Udine, à Bergame, à Reggio Calabria, à Bari. Les trains à grande vitesse empruntent majoritairement des lignes qui ne sont pas à grande vitesse et desservent ces petites villes. Cela s'explique par le fait que les opérateurs veulent étendre au maximum leur marché. Nous avons en Italie un opérateur public, Trenitalia, qui fonctionne généralement bien, et un opérateur privé comme Italo, qui se font la guerre dans le bon sens du terme, pour essayer de capter un maximum de passagers et qui font tout pour les faire passer de la voiture et de l'avion au train. Jorin de Schulz. C'est une erreur fondamentale de considérer ces systèmes de transport comme des marchés. Nous avons besoin de systèmes de transport qui fonctionnent. Et tout ce que vous mentionnez de positif est toujours le résultat d'actions de coordination entre le public et le privé. Et la concurrence entre les différents opérateurs privés nuit à cette coordination. Il faut voir beaucoup plus loin. Au lieu de nous diviser et de maximiser les profits sur des lignes individuelles, nous devrions réfléchir à ce que j'appelle les chemins de fer unis d'Europe. Aujourd'hui, on ne peut même pas réserver un billet unique pour traverser toute l'Europe. Il n'y a pas de plateforme de réservation commune entre les compagnies. C'est dans cette direction qu'il faudrait aller. Nous avons besoin de plus de coordination et pas de fragmentation ou de maximisation des profits. Alors, l'Europe du rail, c'est un peu comme l'Europe de la défense. C'est un serpent de mer qui dure depuis des années. Mais pour ça, il va falloir justement investir. Et Corentin, selon nos invités, l'enjeu n'était pas justement tant la privatisation que le manque de moyens dans les transports publics. Et ça a fait consensus. Oui, la meilleure illustration, ce sont ces deux cartes.
Alors c'est la France, le réseau ferré en 1925 et en 1997, c'est une carte qui a été produite par le chercheur Étienne Offand. Bon, pas besoin d'un long discours, on en a supprimé beaucoup. Si on regarde sur une centaine d'années, c'est un peu plus long, mais en 100 ans, on a supprimé 40 000 kilomètres de lignes en France, de lignes ferroviaires. Et c'est la même tendance au niveau européen. En 30 ans, il y a 20 000 kilomètres de lignes qui ne sont plus utilisées aujourd'hui. Et donc, selon nos invités, ils étaient tous d'accord pour le dire, si on veut défendre les transports publics, il est temps de se relever les manches. Il faut arrêter d'opposer privé, public. Le débat, il n'est pas là. Le débat, il est où? Il est de 1, quelle est la vision politique que l'on veut avoir du service public de transport? Clairement, si aujourd'hui on veut un système de transport public efficace, quel que soit l'opérateur, il faut investir. Il faut investir sur l'électrification, sur l'harmonisation de la signalisation européenne. Et la question qui se pose derrière, c'est qui a les moyens d'investir? Ça à l'État à faire ça. L'État a pour rôle d'offrir à l'économie des infrastructures ad hoc et les meilleures possibles. C'est pareil pour le gaz, c'est pareil pour les réseaux d'électricité, pour l'eau, etc. C'est son rôle. Si c'est déficitaire, c'est normal. C'est normal, oui, c'est normal. Le réseau de gaz, il est déficitaire. Le réseau d'électricité, je ne pense pas qu'il soit très, très rentable. Mais c'est un service qu'on offre aux citoyens. Voilà, c'est un service qu'il faut offrir aux citoyens, il faut plus investir. Alors le message, Corentin, est-il entendu par les autorités? En tout cas, il y a eu quand même des annonces. Oui, il y a des promesses. La Deutsche Bahn, par exemple, a promis de rouvrir 20 lignes désaffectées au niveau régional. La France s'est engagée à rénover 9000 km de lignes. On a aussi des promesses de retour de lignes transfrontalières. Il y en avait beaucoup avant en Europe, on en a beaucoup supprimé. On va avoir des lignes qui vont rouvrir entre la France et la Belgique, la France et l'Allemagne, la France et l'Espagne. D'ailleurs, ça fait un petit peu rêver si vous voulez fermer les yeux et voyager. Il y a une ligne Marseille-Madrid et une ligne Barcelone-Lyon qui sont actuellement en train d'être testées. Alors justement, Jorine de Schultz, vous êtes d'accord sur l'idée que, à un moment, c'est aussi à l'État d'investir dans les infrastructures, d'offrir des infrastructures sécurisées. OK, mais à l'heure qu'il est, on a traversé plusieurs crises. Est-ce qu'on a véritablement les moyens d'investir ? Bien sûr que nous avons les moyens. Il y a beaucoup de subventions de l'État, par exemple pour les autoroutes ou le trafic aérien. Ça veut dire que l'argent est là et qu'il faut l'investir. Si nous voulons vraiment changer le fait que l'automobile représente actuellement entre 70 et 80% du trafic, nous devons doubler le transport ferroviaire de personnes. Imaginez si on pouvait de nouveau facilement voyager en train de nuit à travers l'Europe. C'était possible avant. Il faudrait reconstruire ça. Et pour ça, il nous faut une approche publique coordonnée. Mais attention, les pouvoirs publics doivent mettre les infrastructures à disposition, mais pas pour que les opérateurs privés puissent ensuite retirer seuls des bénéfices de l'exploitation de ces lignes. Justement, Andrea Giuritin, le risque en fait avec ce système à terme, c'est qu'effectivement, on voit des opérateurs foncer sur le Rome-Milan parce que c'est rentable. Et qui va aller investir sur la petite ligne, je sais pas moi, Bergame avec un petit village? Personne. Le problème de construire des lignes là où il n'y a pas de demande, c'est qu'on fait rouler des trains de 200 à 300 places avec seulement 2 passagers à bord. Il y a d'autres moyens de transport public en fonction de la demande. Par exemple, le transport routier, avec des bus réguliers qui correspondent mieux aux petites demandes. C'est une chose d'avoir un bus de 50 places, c'en est une autre d'avoir un train de 400 places. Il est clair que toutes les petites villes ne peuvent pas être desservies par le train. Rapidement, Jorine de Schultz. Mais quand une gare ferme, l'économie locale s'effondre. Les gens ne peuvent plus circuler. C'est toute une vie commune qui disparaît. On ne peut pas dire il n'y a que 4 personnes qui souhaitent prendre le train ici. Parce que s'il y a une gare, ça changera. Peut-être que les gens voudront s'installer dans le coin. Cette vision de marché étroite ne correspond pas à la réflexion globale qu'il faut avoir sur les réseaux et l'offre pour les villes périphériques. Mais nous devons être prudents avec cette idée. Car s'il n'y a pas de passagers du tout, il faudra demander aux citoyens « Êtes-vous prêts à payer beaucoup plus d'impôts pour que la gare reste ouverte ?» Il s'agit peut-être d'un choix public. Le citoyen dit oui, mais c'est un choix public. Andrea Giuritin, c'est tout l'objet, en fait, justement, d'un service public versus un système privé. C'est que même si vous avez 3 personnes susceptibles de prendre ce train, vous offrez une alternative en fait à la voiture. C'est ça l'enjeu. C'est vrai. Mais nous, quand nous investissons de l'argent pour ce service, nous devons ensuite procéder à un appel d'offres transparent pour que cet argent ne soit pas gaspillé. Ensuite, que ce soit une entreprise publique ou une entreprise privée qui gagne, l'important est que le service en question ne gaspille pas l'argent des citoyens français, italiens ou espagnols. Alors,
pour justement nous conduire à changer nos mobilités, à avoir une forme de mobilité pour tous. Cette question du désinvestissement en fait des États, elle s'est posée et ça a été le constat inquiétant de la semaine. Oui, selon nos invités, cette forme de désintérêt des autorités pour le train, elle vient du fait que c'est pas très important. Enfin, pour le dire de manière pas très polie, le train dans les gouvernements, on s'en fout. Faut jamais oublier que autour d'une table de gouvernementale, le train, il est minoritaire. Hein. Ça, je le sais, je peux discuter un jour avec le ministre belge. Il m'a dit, il avait sorti cette phrase formidable, il me dit, oui, moi, quand j'arrive à la table de négociation, on me prend pour un emmerdeur. Parce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu viens, toi, avec tes petits trains? Oh, mais tu ne fais que 10% de part de marché, donc ça ne te sert à rien, on va pas te donner trop d'argent. Ce discours-là, c'est une chose qui arrive dans tous les gouvernements d'Europe, mais on ne le dit jamais. Le ministre des Transports en France, Clément Beaune, a annoncé qu'il allait prolonger la subvention pour une liaison aérienne entre Limoges et Lyon. C'est 4 millions d'euros de subventions publiques de l'État, 10 millions si on agrège les collectivités locales. Bon, à un moment donné, il y a un problème de cohérence dans le cadre de la transition énergétique. On n'a pas idée de ce que c'est que le lobbying automobile et le lobbying aérien. Ce sont des gens qui mobilisent des avocats de très haut niveau, qui savent trouver des arguments, qui savent changer même certaines dispositions des directives en leur faveur. Et nous, le train, nous sommes tout petits et on subit un petit peu ce déséquilibre. Le problème de la voiture, c'est pas un lobby. Le problème de la voiture, c'est que malheureusement, on a construit un monde pour la voiture. On a démonté les réseaux tramways après la guerre, on a enlevé les petites lignes et on a construit un monde pour la voiture. Pour l'instant, le train ne représente que 8% des transports de passagers en Europe contre plus de 80% pour la voiture. On n'est pas prêt de changer les choses. Jorinda Schulz. C'est vrai que le lobby automobile est puissant. Surtout en Allemagne. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, il faut que le politique décide de reconstruire des chemins de fer et de les placer sous contrôle démocratique. Ça ne veut pas dire nommer un PDG, mais gérer les chemins de fer et les réseaux de transport public selon l'intérêt public. Et puis au niveau européen, les chemins de fer unis de l'Europe, ce serait un bon moyen avec des réservations de billets unifiés et de trains de nuit pour que l'avion soit vraiment menacé par le trafic ferroviaire. Voilà, mettre le transport aérien en péril, c'est pas pour tout de suite. Hein. On a bien vu après le Covid que tout le monde avait commencé à le reprendre. Merci en tout cas à tous les deux. On verra si on arrivera un jour justement à cette Europe du rail. C'est pas gagné. Merci Corentin. Merci Nora. Et tout de suite, c'est notre grand entretien. Je reçois l'universitaire Carlos Moreno. Professeur associé et directeur scientifique à l'université Paris-Sorbonne, notre invité est considéré comme l'une des 28 personnes en Europe influençant le plus l'agenda vert par sa vision des villes et territoires. Reconnu internationalement pour ses travaux portant sur les problématiques urbaines, il est un pionnier de la Smart City, la ville intelligente. Il est aussi l'inventeur de la ville du quart d'heure et du territoire de la demi-heure, des concepts qui invitent à repenser les espaces urbains pour faire face aux nouveaux défis du 21e siècle. Bonsoir Carlos Moreno. Bonsoir Nora, enchanté. On a parlé de nos réseaux de transport dans notre débat juste avant, en se disant qu'il y avait tout de même un manque de volonté politique pour faire en sorte de décarboner nos mobilités. Vous, c'est ce que vous portez au travers justement de votre vision de l'urbanisme. Vous avez pensé la ville du quart d'heure. C'est l'idée en fait d'avoir les services à un quart d'heure de chez soi, à pied, on est bien d'accord, ou dans des mobilités douces. Est-ce que concrètement on peut le faire ? Le principal problème aujourd'hui, c'est que l'on passe beaucoup trop de temps dans les transports pour aller au travail. Bien sûr. Les trajets quotidiens sont devenus un véritable casse-tête et cela altère considérablement la qualité de vie. Après la pandémie du Covid en 2020, on a observé une grande évolution des modes de travail avec le déploiement du télétravail, avec des lieux de proximité où l'on peut travailler à distance, avec des lieux partagés. Et les entreprises elles-mêmes ont dû évoluer. Prenons l'exemple de la Défense à Paris, l'un des plus grands quartiers d'affaires d'Europe. Dans ce quartier, les grandes tours sont fermées 2 jours, parfois 3 jours par semaine, du vendredi au lundi et parfois du jeudi au lundi.
Elles sont fermées parce qu'il faut consommer moins d'énergie, parce qu'il faut travailler différemment aussi, et parce que les jeunes maintenant, après le Covid, ne veulent pas revenir 5 jours par semaine au même endroit. Mais l'enjeu, c'est que dans une ville, par exemple, extrêmement dense, comme Paris ou comme Londres, c'est que c'est les services qui sont ceux des hôpitaux, dans les écoles, les services à la personne, les gens qui travaillent dans des grandes surfaces ou dans des petits magasins, eux, ils vont devoir continuer, en fait, à faire cette navette qui peut parfois prendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures par jour. Donc, le problème, c'est comment on permet à ces gens de revenir au plus proche aussi, en fait, de ces emplois. C'est une mutation qui ne va pas se produire en un mois d'un coup de baguette magique. D'autant moins que nous sortons de 80 ans d'urbanisme et de désunification et que nous payons encore la facture de ce que l'on appelait la charte d'Athènes Le Corbusier, qui a donné naissance aux grands centres commerciaux, aux grands centres d'affaires, des endroits souvent éloignés. Le Corbusier a dit « La ville qui réussit est celle qui va vite ». Et c'est devenu une évidence qu'il fallait toujours aller très vite et très loin. Dans le monde du commerce, ça commence à changer parce que maintenant le commerce se rapproche des gens avec plus de petites surfaces pour créer une nouvelle activité économique locale. Il faut privilégier ces commerces de proximité et les circuits courts. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui ne pourront pas bénéficier de cette proximité, parce que le maçon ne peut pas poser ses briques à distance, l'infirmière ne peut pas faire ses soins à distance, le plombier ne peut pas déboucher les canalisations à distance. Mais nous sommes en train de leur offrir, avec ce concept de la ville du quart d'heure, une meilleure qualité de vie, là où ils se trouvent, parce que nous avons 5 éléments essentiels pour cela. Plus de commerces locaux, plus de services de santé, plus d'éducation, plus de culture et plus d'espace public pour la famille, les enfants. Nous offrons un bien meilleur cadre de vie et nous réduisons tous les déplacements inutiles. Ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on a été trop loin, on a créé des métropoles barbares, elles sont devenues invivables. Je ne pense pas, Nora, que l'avenir des grandes métropoles soit de se vider et que tout le monde aille s'installer à la campagne ou dans des villes moyennes. Les villes moyennes sont attrayantes, mais nous devons tenir compte du fait que les grandes métropoles existent. Il faut donc offrir à ces grandes villes un nouveau mode de fonctionnement qui permette de retrouver plus d'humanité. Mais justement, ça implique des investissements massifs pour les mobilités douces, ça implique des investissements massifs sur les transports publics, sur les hôpitaux, sur ces services dont vous nous parliez. À l'heure où on nous dit qu'il n'y a plus d'argent magique, est-ce qu'on a les moyens de ça ? Le mot-clé, c'est réhabiliter. En décentralisant, en désaturant et en distribuant les services. Il n'y a pas besoin d'argent magique pour ça. Ce qu'il faut, c'est un changement d'état d'esprit des hommes et des femmes politiques et aussi des citoyens pour accepter que le 21e siècle ne soit pas le siècle de moi tout seul dans ma voiture pour traverser la ville et aller d'un point à un autre. Il faut un objectif collectif d'amélioration de l'économie de proximité, viser une décarbonation de masse en marchant ou en se déplaçant à vélo. Et ça, ce n'est pas réservé aux hippies ou aux jeunes. En attendant que les métropoles se dédensifient et qu'on permette ce genre de choses, est-ce que celui qui ne va pas y gagner, c'est Amazon, en attendant qu'on ait tout ça ? Parce qu'on voit bien que voilà, l'objectif, c'est de créer des services de proximité. À défaut, on est tous derrière nos écrans à commander en ligne des produits qui viennent de Chine. Nora, c'est un excellent sujet que vous abordez. Le commerce de proximité n'est pas seulement un acte d'achat ou de vente. C'est un acte de la vie quotidienne. C'est un acte de parler. C'est un acte de se promener dans les rues. Et en effet, nous devons réintégrer le commerce comme une relation de la vie réelle.
Nous devons créer de nouveaux mécanismes qui nous permettent d'humaniser le commerce au cours de la prochaine décennie de ce siècle. Réhumaniser le 21e siècle, dédensifier, faire en sorte que nous reprenions tous le temps de recréer ces liens. Merci Carlos Moreno, merci beaucoup. Voilà, 27, c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors, n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.